Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 213. La Vuelta vient de se terminer. On a assisté à une facile et une très belle victoire de Primož Roglič qui remporte l'épreuve pour la 4e fois. Il égale au record Roberto Heras. Mais les autres, ils étaient où? Allez, dans ce show, on va voir ça. Mais avant de parler de ces 3 belles semaines espagnoles, on va parler de Zwift. Qui, vous l'avez peut-être vu la vidéo sur le nouveau Zwift Ride, le nouveau vélo home trainer de Zwift, qui est disponible à la vente seul, ce qui est une nouveauté par rapport à lorsqu'il est sorti début juin. Donc si vous avez déjà un home trainer, vous pouvez acheter seulement le cadre pour upgrader votre setup. De la même manière, le programme Zwift Ready a été lancé. Donc Zwift Ready, c'est quoi? C'est des home trainers qui vont être labellisés. Il y aura un autocollant qui vont les matérialiser et qui sont vendus avec un Zwift Cog pour pouvoir être tout de suite prêt à utiliser le fameux Zwift Ride. Voilà. Et donc les vitesses automatiques. Et donc le virtual shifting, qui est donc, vous pouvez avoir tous les détails dans la vidéo qu'on a fait sur le sujet, mais qui est du coup un passage de vitesse numérique via l'application et qui permet un passage très fluide, de ne pas user sa transmission, de pouvoir s'arrêter et repartir, changer les vitesses. Comme c'est virtuel, il n'y a pas de mécanique, ça va jamais sauter, ça va jamais. Rouge, tu veux dire? Par exemple, le feu rouge. Oui. Non, mais la pause pipi sur Zwift, ça peut être pas compliqué de repartir, ou même des fois on est épuisé, on vient de faire un effort, on arrête de pédaler, ça peut être très piégé sur le home trainer, on n'aura pas ce problème-là. On peut aussi changer de vitesse en sprintant. En donnant le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, avec la version 2 du Cog qui a été mise à jour pour avoir la ligne de chaîne parfaite, toujours plus de silence, de fluidité. Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, il y a aussi une mise à jour du logiciel. Oui, j'ai vu aussi où maintenant on va pouvoir personnaliser son écran avec 7 champs comme la puissance, comme le TCSS, tout ça en fait on va pouvoir le modifier et l'installer un peu comme on veut sur notre écran. Ça va être plutôt sympa, ce sont des petits détails qui évoluent, mais c'est déjà pas mal. C'est bien, ça va rappeler un peu ce qu'on fait avec nos compteurs, tout simplement, de pouvoir personnaliser les champs qui nous intéressent, parce que là on n'avait pas le choix des données qui étaient affichées. Donc là on va pouvoir personnaliser. Et puis clairement moi j'y vois mieux de l'œil droit, il faut que la puissance elle soit à droite, clairement. Sauf si t'as pas envie de l'avoir, tu la bascules à gauche. Surtout avec leur nouveau programme d'exercice, il me semble que tu as vu passer quelque chose. Et oui, Zwift nous propose des défis. Donc en fait un défi c'est un cycle d'entraînement. Donc le premier sera lancé depuis hier le 9 septembre. C'est le Cardio Crusher. Donc ça promet d'être intense et c'est particulièrement adapté. C'est des séances de 6 séances de moins d'1 heure. Donc particulièrement adapté pour ceux qui veulent se dépenser dans un temps limité. C'est ça. Et tout ça, on rappelle, c'est pour aussi noter que ça fait 10 ans que l'application existe et qu'elle fait souffrir absolument tout le monde dans son garage. Mais je trouve ça pas mal, je pensais pas que c'était aussi vieux en fait. Ouais, c'est vrai, elle nous fait souffrir mais elle nous fait croire que c'est un jeu. Donc... Ouais, c'est ça. c'est la pilule. C'est un jeu sadique. Bon, maintenant qu'on a fait cet aparté sur le nouveau matériel de chez Zwift, on va pouvoir passer donc à cette Vuelta qui a vu du coup la brillante victoire de Primož Roglič. On a eu chaud, on a eu quand même une Vuelta assez épique. Je t'ai trouvé optimiste, t'as dit qu'une facile victoire de Primož. 2 minutes. Il a contrôlé, mais il a pris le maillot seulement la veille de l'arrivée, ce qui lui ressemble pas vraiment. D'ailleurs, ça porte son total à 98 jours en maillot de leader sur les grands tours. C'est impressionnant, je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5 qui ont fait mieux que lui. D'ailleurs, je rebondis, je trouve que Primož c'est un coureur un peu sous-coté. On oublie, on cite tout le temps Vingegaard, Evenepoel et bien sûr Tadej, mais je trouve que Roglič c'est quand même un titre olympique, un monument, 5 grands tours, une 2e place au tour. Je trouve que c'est quand même un sacré coureur. Et il a fait dans la semaine des performances en watts estimés et tout ça, dignes des meilleures ascensions de Pogačar et Vingegaard cette année. Par rapport à sa cote, je pense qu'il souffre de ses plus grandes défaillances qui ont été plus que montrées dans les médias. Et aussi cette année, clairement, au Tour, il était en dessous des 3 fantastiques. On n'a pas eu le temps de le voir. Ouais. Avec sa chute, avec ses nombreuses chutes, on n'a pas eu le temps de voir son vrai niveau au Tour. Peu probable qu'il aurait battu Tadej parce que il était quand même sur une autre planète. Mais j'espère qu'on va avoir un Tour un jour, donc l'an prochain sans doute, avec les 4 justement, parce que moi Primož sur cette Vuelta, il a vraiment, pour moi, il a été hyper fort. Son équipe se renforce pour l'an prochain. Elle était déjà très forte. On a vu un Lipovic brillant, un Colombien Daniel Felipe Martinez, brillant également avant de tomber malade.
Oui, parce qu'il a quand même eu chaud, hein, parce que l'équipe qui se renforce, ok, mais qui une grande partie est tombée malade. Alors la veille de l'arrivée, du coup. La veille de l'arrivée, c'est 3 coéquipiers qui ont été obligés, contraints et forcés d'abandonner la course, même plusieurs personnes dans le personnel, notamment le directeur sportif, qui a dû quitter la course. Et même lui, il a assumé, il a avoué après le contre-la-montre. J'avais pas vu. Qu'il était lui aussi malade. Bon, ça n'a pas empêché quand même de faire un contre-la-montre plus que correct. Un contre-la-montre brillamment remporté par Stefan Kung, et ça nous fait plaisir depuis le temps qu'il courait après cette victoire sur les grands tours. Et là, il l'a écrasé plus ou moins Primoz, parce qu'il a mis tout le monde à une distance respectable. Et Primoz a été le dernier à venir le titiller. Ça s'est sans doute joué, en tout cas ce qui a joué à la faveur du champion de Suisse de la discipline, c'est la partie un peu technique. Où Roglic a dû assumer le maillot rouge et prendre peut-être un peu moins de risques. On a vu tout de suite au départ je sais pas si tu as vu le départ de Kung, il est parti à une allure folle, il prenait tous les virages au prolongateur. Très déterminé, très appliqué et surtout très efficace le Suisse. Non, mais c'est génial. Et puis pour revenir brièvement sur Primoz Roglic, il faut dire que la Vuelta, c'est un parcours qui lui correspond. En Espagne, généralement, quand ils fabriquent un col, ils prennent du goudron, ils le coulent depuis le haut et la pente se fait naturellement comme ceci. Non, clairement, il arrive à faire des grosses différences sur les montées raides et sur les forts pourcentages. Au punch, et c'est exactement ce qu'il a fait sur cette Vuelta, en ne faisant pas d'échappées de longues échappées, mais plutôt des attaques soudaines, proche de l'arrivée, en exploitant 100% son potentiel et avec une certaine maturité. Ça c'est sûr, sa violente défaite face à Tadej sur le Tour 2020, elle lui a été riche d'enseignements parce que derrière, même depuis, il est chirurgical et à part au Tour, il a jamais perdu quand il visait la victoire d'un grand Tour. L'an passé à la Vuelta, mais c'était une affaire en famille avec la Visma Lease Bike qui a trusté les 3 places du podium, on s'en rappelle. Mais c'est vrai que sur la Vuelta, les grandes étapes de montagne avec de longues ascensions, des enchaînements d'ascensions, c'est pas là où il se mettait le plus en danger, imprimait un gros train, et c'est souvent là où Ben O'Connor ne perdait pas beaucoup de temps. Par contre, sur les étapes, j'allais dire de moyenne montagne espagnole, donc forcément très raide, là, il loupait pas une occasion sur des ascensions plus courtes ou des étapes où on pensait un peu moins peut-être pour le général. Là, il perdait pas une occasion de puncher et de récupérer du temps, grappiller sur un Ben O'Connor flambant. Ben O'Connor flambant parce que clairement, je pense que parmi les suiveurs, avec les 5 minutes d'avance qu'il avait pris après sa victoire et son échappée, on pensait clairement qu'il allait pouvoir remporter le Tour. Est-ce qu'il le pouvait vraiment? Ça, c'est la question que je te pose, Louis. Mais il a bien résisté, il fait une très belle 2e place qui récompense énormément le travail de Decathlon AG2R La Mondiale sur, honnêtement, pas que sur cette Vuelta, mais sur plus leur année entière. Voilà, c'est une très très belle conclusion, même s'il reste des courses. Mais est-ce qu'il pouvait vraiment remporter la Vuelta? Non, je pense pas honnêtement à Roglic. Quand tu dis que c'est facile au début, oui, finalement ça vient, c'est ce qui vient tout de suite. Même si chronométriquement il a mis du temps à récupérer ce maillot, effectivement il a quand même réussi à récupérer presque 5 minutes, tu l'as dit. Donc non, Roglic était au-dessus. Par contre, O'Connor a résisté à des coureurs comme Enric Mas qui était très très fort lui dans les longues ascensions. Un coureur comme Landa qui finalement a un petit peu cracouillé sur la fin, à Carapaz qui a fait un peu la même chose, un long raid pour récupérer du temps et jouer le podium, un David Gaudu qui est monté en puissance, on y reviendra. Donc il a été quand même très très fort. J'ai été surpris quelques fois l'équipe Decathlon qui a mis du temps à croire en lui, je pense. Notamment parfois en laissant partir Félix Gall pour un hypothétique top 10 alors qu'on a un maillot de leader à défendre et que cette année les maillots de leader sur les grands tours sont chers parce que Tadej est passé par là. Donc ça se respecte et ça passe avant le reste. Donc non, Ben O'Connor qui est auteur d'un dernier chrono qui met tout le monde d'accord. Bien sûr. Un dernier chrono vraiment à la hauteur de quelqu'un qui joue la victoire sur un grand tour. Donc Ben O'Connor vraiment génial. Comme un symbole, il quitte l'équipe. Il quitte probablement l'équipe et c'est aussi probablement la dernière année de Vincent Lavenu à la tête de l'équipe qu'il a fondée. Et c'est sous l'ère Lavenu que Ben O'Connor avait été détecté, recruté. Donc comme un symbole, une page qui se tourne et qui s'écrit, qui se termine bien pour lui qui avait terminé 4e du Tour et du Giro. On a eu peur qu'il retermine 4e d'un grand tour, mais là, non, c'est une belle deuxième place. Là, c'est un très beau podium et c'est vrai qu'on pouvait penser que le scénario en fait de Sepkus de l'an dernier pouvait se réitérer, mais en fait, Sepkus, finalement, c'était des consignes d'équipe qui avaient fait qu'il il était coéquipier de Roglic et de Vingegaard. Et de Vingegaard qui du coup cherchait pas
forcément lui reprendre du temps. Non. Là, O'Connor était dans la même situation, sauf que là, on cherchait à lui reprendre du temps. Donc, Exactement. c'est pour ça que déjà résister à aller chercher cette place de dauphin, c'est déjà une excellente performance pour l'Australien en partance pour la Jayco Alula. C'est ça. Bon, maintenant, autre coureur, on va parler de Wout van Aert qui a dû abandonner sur l'étape 16, sur chute, malheureusement. Alors, lui qui était avec le maillot de meilleur sprinter, le maillot de meilleur grimpeur, qui était en train de faire une sacrée Vuelta. Ouais, mais j'avais commencé à regarder qui avait fait le doublé sur les grands tours maillot vert, maillot à pois. Il y en avait pas beaucoup, hein. C'était des noms comme Merckx, Jalabert, la Vuelta déjà. Voilà, ils étaient, je me souviens plus parce que du coup j'ai arrêté ma stat, mais ils étaient 4 ou 5. Notre époque. Ouais, et puis fin de saison, surtout lui qui avait les plus hautes ambitions pour le championnat d'Europe et le championnat du monde. Une année compliquée pour Van Aert, faire de succès, puis de grosses chutes, de succès, de grosses chutes. Ouais, c'était compliqué. Est-ce que la Visma Leasebike avait raison de croire en lui et pour ce tour, moi je pense que oui, clairement. Oui, il a 3 victoires d'étape en fait. C'est énorme. Même sans terminer, ça suffit normalement déjà pour une équipe. C'est clair. Donc non, 3 victoires d'étape, il en aurait peut-être eu d'autres, on pourra jamais savoir, mais il laisse le maillot vert à Caden Groves qui a été quasiment imbattable dans les sprints avec Pavel Bittner qui l'a battu et Wout van Aert une fois. C'est une surprise. Voilà, qui du coup récupère le maillot vert et l'a bien défendu puisqu'il gagne après le sprint massif avec ce maillot vert. Et un Jay Vine, un autre revenant, c'est un peu une année faite de chute et de résurrection. Roglic tombe au tour, revient là, Van Aert c'est l'inverse, bref. Et Jay Vine qui est donc cette violente chute en début d'année. Sur le Tour des Pays Basques. La fameuse, et qui vient remporter le maillot de meilleur grimpeur et conclure un tour pour 3 victoires d'étape pour l'UAE aussi. C'est ça. On passe à une autre équipe, celle que tu aimes énormément, le sponsor. Donc c'est donc la T-Rex Quick-Step, quoi. Soudal Quick-Step. Bien le maillot de cette édition. À des moments, il change de nom. Mikel Landa, qui était annoncé en tant que leader, il est passé où? Et il a fini par pousser les coéquipiers dans les derniers cols et prendre une amende pour atteinte à l'image du cyclisme qui ne doit pas rigoler. Le cyclisme, ça rigole pas. Encore une facétie de l'UCI. Mais Mikel Landa, on les a vus faire des choses surprenantes, parfois rouler dans la vallée sans bande de l'arrivée pour essayer de faire péter un peloton dans la roue bien à l'abri. Mais quand même, on y a cru. Moi, j'y ai cru pendant 15 jours. Oui, puis il a fait une belle remontée sur la dernière semaine. Exact. Et puis finalement, non. Moi, je trouve que Mikel Landa, il est très bon dans un rôle d'équipier de Remco Evenepoel, mais qu'en leader pour un grand tour, pour moi, c'est un peu juste. Avec tout mon respect évidemment pour ce grand champion, mais à l'inverse, on a vu un Mas peut-être plus discret, mais très efficace. Il était très très efficace. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc un peu pas forcément surpris, mais un peu déçu pour Landa qui faisait bien pendant une bonne partie de la Vuelta. C'est ça. On va passer maintenant aux bonnes notes des équipes sur cette Vuelta, et notamment la Groupama FDJ qui fait une très belle Vuelta, avec notamment David Gonu qu'on a vu en montagne parmi les favoris, qui a fait de très belles étapes. Oui, même de belles attaques. Il était lui aussi bien dans le canne. Complètement, il finit 6ème du classement général. Bon, il aurait pu finir un poil mieux, mais... Toujours ce chrono qui coince, oui. Il perd une place sur le dernier chrono. Je pense qu'il a voulu laisser la victoire à Stephen Kung. Oui, il avait peur qu'en mettant le plateau, ça. Non, mais voilà, il a retrouvé des cannes, ça fait plaisir. Depuis sa 4e place au Tour en 2022, on ne l'avait pas vu à ce niveau-là en montagne. Donc, c'est très bien pour la Vuelta déjà, parce que c'est son 2e meilleur résultat dans un grand tour après cette fameuse 4e place. Et on est tout simplement heureux et on a envie de voir la suite pour David. Oui, c'est ça. Ça doit être sûrement grâce à son nouveau look qu'on a pu apercevoir sur les réseaux. Oui, c'est vrai, ça fait aussi beaucoup parler, au moins autant que ses attaques. Non, mais c'est bien de voir, ça va lui redonner de la confiance, je pense. Je sais pas s'il avait trop perdu, mais c'est vrai qu'un beau résultat comme ça, c'est toujours appréciable. Ça doit travailler, hein, quand tu as joué un podium du Tour et que derrière tu retrouves pas le rythme sur les courses par étapes, ça a sans doute dû le travailler, mais la marque des champions, c'est de se relever et de repartir de l'avant. C'est ça. On note aussi Quentin Paché pour la Groupama FDJ qui fait encore une très belle place, le 21e de l'épreuve, une régularité incroyable. Il fait une très belle année. Très belle année de Quentin qui avait aussi super bien fini le tour. Donc, moi, je l'avais vu au départ du tour, on l'a croisé. Il a failli gagner son étape, mais il est tombé sur Wout van Aert. Il est tombé sur Wout van Aert avant qu'il tombe. Et il est tombé lui sur Wout van Aert avant que Wout van Aert ne tombe, c'est pas facile à dire. On a vu un brillant Pablo Castrillo et pas Jonathan, comme je l'avais dit dans le dernier show, vainqueur de 2 étapes.
et son coéquipier apporte une 3e victoire pour l'équipe invitée, la Cairn Pharma. Il s'agit de Bernardo Urco. 3 belles victoires en costaud, à chaque fois en échappée, mais en costaud. C'est très bien pour les équipes invitées, franchement, chapeau. Et ils finissent l'équipe complète aussi. En plus, donc ça c'est une très belle chose, parce qu'il y a force très peu d'équipes qui ont fini et le courage. avec tous les cyclistes. Donc, ça montre le courage de cette équipe en plus de leur talent. Donc, c'est ça. Louis, j'ai une question pour toi. Vas-y. Alors, je me suis trompé. Clairement. Je pensais ces dernières années que les roues lenticulaires à l'avant étaient complètement interdites, parce que j'avais énormément entendu parler que c'était ultra dangereux, que c'était pour ça que les coureurs ne les utilisaient pas. Mais pour moi, c'était aussi interdit en tant qu'élément de sécurité. Et là. Eh bien non, parce qu'en fait, il y a très peu de choses qui sont interdites pour la sécurité des coureurs en contre-la-montre, dans la mesure où, si je vulgarise, s'il tombe, il tombe tout seul. C'est un peu son problème. De l'autre côté, s'il y a un casque qui fait 42 cm. Alors justement, les casques avant n'étaient pas réglementés en chrono, c'était vraiment que de l'aéro. Et quand le casque est devenu obligatoire sur la route, en course en ligne, les mêmes normes se sont appliquées au casque de chrono, par exemple. Et à l'inverse, les prolongateurs qui étaient autorisés en course en peloton ont été interdits en cas de chute collective. C'est pas une baïonnette là qui. Mais la roue pleine avant est autorisée. En revanche, la question c'est est-ce qu'elle apporte un réel avantage ? En fait, ça n'a rien de nouveau. On a souvent tendance à croire que le vélo a grandi avec nous et a commencé avec nous. Ça n'a rien de nouveau. Évidemment, dans les années 90-2000, c'était très utilisé. On a un Laurent Fignon qui a perdu le Tour de France avec 2 roues pleines sur le dernier chrono du Tour 89. À ce moment-là, ils utilisaient des roues de 600 à l'avant pour baisser le poste de pilotage et donc améliorer l'aérodynamisme. La roue de 600 prenait un peu moins le vent. Et ils n'avaient pas de prolongateur, c'était un corne de vache. Sauf Greg LeMond. Sauf Greg LeMond qui du coup va remporter son chrono et son tour. Mais voilà, avec les plus grandes roues, ça s'est arrêté, avec les prolongateurs aussi. On a vu Sarah Guillot, qui s'appelle aujourd'hui Sarah Marsh, suite à son mariage, au jeu en 2012, rouler avec 2 roues pleines. On l'avait oublié, on s'en est un peu rappelé quand Wout van Aert au jeu à Paris a roulé avec 2 roues pleines. Van Aert avait annoncé un gain d'une 15aine de watts et que c'était la clé de sa médaille. Il semblerait que c'était pas la clé. Voilà, Sarah Guillot n'avait pas forcément fait de médaille. Et là, Eduardo Affini, qui a roulé avec 2 roues pleines sur le chrono final de la Vuelta, n'a pas forcément fait de podium non plus. Le gain serait plus aux alentours de peut-être 2 ou 3 watts, parce qu'aujourd'hui, on a des roues de 90 cm, voire 100, voire 10 cm, plutôt 90 mm. Voire des roues à bâton. Ou des roues à 3 bâtons et très hautes. Donc en fait, la différence entre une roue de 90 ou 100 ou une roue à bâton et la roue pleine est minime. Et par contre, l'impact négatif potentiellement est là. Mais en tout cas, l'avantage et pas forcément oui, c'est ça. Incroyable. Dès que, par contre, niveau prise au vent, c'est imparable. Alors, une roue de 100, ça prend aussi quand même beaucoup le vent. Mais voilà, la différence de gain est minime, la différence de risque peut-être aussi, mais du coup, c'est pour ça que les fabricants ne se lancent pas forcément dans une roue pleine à l'avant. Ok, bon, écoute, merci pour cette explication. Maintenant, on va passer aux résultats. Résultat femmes, il y avait le Tour de Romandie ce week-end, on a échappé de peu à 3 victoires d'étape de la SD Works plus le général. Première étape remportée par Elisa Balsamo de l'équipe Lidl Trek devant Kopecky, c'est pour ça que de la SD Works. Deuxième étape, on a vu un sprint fratricide entre les 2 leaders de l'équipe SD Works, Lotte Kopecky qui fait 2e battu par sa coéquipière Demi Vollering, mais qui prend le maillot jaune de leader qu'elle gardera jusqu'au bout pour gagner le général. Alors que la dernière étape a été remportée par Rejan Marcus de la SD Works devant Niam Fischer-Black de la SD Works. Voilà, on n'est pas passé loin d'un hat-trick de la SD Works. Juliette Labou termine 5e. C'est déjà pas mal. Moi, de mon côté, j'ai regardé le Tour de Grande-Bretagne cette semaine avec une belle victoire de l'équipe Israel Tech avec Stephen Williams qui remporte le classement général. J'ai noté aussi 3 victoires de Paul Magnier. Ouais, la pépite française, lui, c'est vraiment une pépite. Malheureusement, il tombe le dernier jour. Il a une grosse commotion cérébrale, on lui fait un prompt rétablissement. Ouais, grosse chute. Par contre, 21e place de Remco Evenepoel. Ouais. Tu as une explication de quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ça arrive de faire 20e, c'est normal. En fait, j'ai regardé ses stats et ça arrive pas tant, non. Pour Remco, t'avais raison. Et du coup, ma seule explication, s'il doit y en avoir une particulière, c'est que c'est une course de reprise depuis les Jeux. Il n'a pas couru depuis les Jeux et depuis le Tour, donc ça fait quand même. Je pense qu'il a dû bien couper après l'enchaînement de Tour et JO. Et là, à mon avis, c'était une course en vue de se préparer pour les championnats d'Europe, les championnats du monde, le Tour de Lombardie. Bref, le dernier mois de course avec quand même des grosses ambitions pour le jeune Belge. Tout simplement pour montrer son nouveau vélo couleur or. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien aussi. Voilà. J'aime bien aussi. Ça doit pas être facile à porter, mais bon, est-ce que c'est plus difficile à porter qu'un cuissard blanc?
Pas sûr, mais en tout cas, quand t'es double champion olympique, je pense qu'il faut en profiter. Concrètement. C'est clair. On a même vu plusieurs liserés sur son maillot du coup. Bah oui, il les a tous. Champion du monde plus le champion du monde, champion de Belgique, était champion en chrono, les deux, il a été champion d'Europe de chrono. Il manque champion d'Europe sur route, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Là, ça va être assez impressionnant. Maintenant, côté transfert aussi. Ouais, haute pépite française. Ouais. On va noter, c'est Axel Laurence qui rentre chez Ineos, lui qui était sur une très belle année chez Alpecin Phoenix. Ouais. Plutôt pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ineos qui est quand même une équipe qui... Il y a du changement en tout cas, au moins. Du changement. On va dire que ça balaie, on ne sait pas, on n'est pas en inside, mais en tout cas ça brasse chez le staff, chez les coureurs. Ouais, on va voir. On va voir un peu le futur. Patron de la Deceuninck qui était déçu de le laisser partir et il a dû se résoudre, notamment financièrement, parce qu'Axel était très demandé, c'est mérité après ses nombreuses victoires cette année. Voilà, info qui m'avait échappé au show de la semaine dernière, vous l'avez peut-être du coup déjà vu passer, parce que ça avait été annoncé quelques minutes après l'enregistrement du show. Mais voilà, on lui souhaite le meilleur dans l'équipe anglaise. C'est ça. Et maintenant, passons à la stat de Louis. La petite stat, il y en avait pas mal après 3 semaines de course et tout ce qui est les jeux, etc. Et j'ai retenu 842 jours. Ok. Pourrais-tu m'expliquer? Parce que je l'ai vu noté dans le script, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. 842 jours depuis l'étape 13 du Giro 2022, remportée par Arnaud Démare, qui était la dernière victoire d'étape sur un grand tour de l'équipe de Groupama FDJ. Ah, quand même. Et plus de 2 ans de disette, ce qui est assez surprenant pour une équipe de ce niveau-là, tout simplement, et qui donc a été... les compteurs sont remis à zéro grâce à la brillante victoire de Stephen King. C'est plutôt pas mal. On passe maintenant à l'activité du club Strava GCN en français de la semaine. Et là, à chaque fois, je trouve quand même des petites pépites. Et là, c'est Nathan Dielen qui nous envoie une très belle sortie de 203 km pour 5015 mètres de dénivelé et qui nous marque, sans prétention, qui a fait plus de dénive aujourd'hui, pour l'interrogation. Pose la question. Et plus après, il met son activité juste morning ride. Moi, je pense qu'il faut quand même mettre 2 poids, 2 mesures. Il y a toujours plus fort que nous. Faire attention quand on met des choses comme ça. Ouais, mais je lui laisse les 203 bandes 5015. Avec le col de Barse. Oui. C'est une très belle sortie. Non, je lui laisse. Très belle sortie, mais attention quand même sur Strava, parce que sur Strava, il y a quand même du cycliste il y en a et qui de la cycliste plutôt énervée. Et puis on ne sait pas le nombre de pauses. Hein. Mais là, je crois que c'était 9h et quelques. C'est pour ça que je voulais jouer sur les sorties de plus de 9h. Je vous laisse faire. C'est une belle sortie. Bon, ben voilà. C'était tout pour ce GCN Show numéro 213, spécial Vuelta. Donc maintenant, on va vous dire bonne semaine. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur GCN en français. Roulez bien, ciao ciao.